Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 22 janvier 2022, j'étais l'invité de CNews pour ce qui est, à cette heure, je pense, le pire des débats que j'ai eu à faire de toute ma vie. Donc accrochez-vous pour regarder cette vidéo. Pourquoi c'était le pire? Eh bien parce que j'avais à ma gauche un représentant du Rassemblement national, en face de moi un représentant du Livre Noir, qui est un média d'extrême droite et qui, dans la circonstance, réellement se comportait comme un porte-parole d'Éric Zemmour, on ne peut pas dire autrement. Et puis le présentateur, dans cette ambiance d'extrême droite, comme en plus il s'agissait de commenter le meeting d'Éric Zemmour, donnait davantage la parole aux représentants d'extrême droite. Et du coup, eh bien, mes propos à moi avaient un peu l'air d'être étrangers à cette situation-là. J'emploie le mot à dessein, bien sûr. Mais j'essayais de ramener des sujets de fond. Voilà, la fraude et l'évasion fiscale, le fait que Éric Zemmour donne des chiffres qui sont n'importe quoi et pour encore cibler. Alors d'habitude c'était les étrangers, maintenant c'est pour cibler les plus pauvres et finalement dans la caricature classique de l'extrême droite, essayer de diviser pour mieux régner, de faire en sorte que les gens se regardent en chien de faïence pour éviter de s'unir dans des luttes sociales. Voilà, j'ai essayé d'expliquer ça sur ce plateau, mais vous allez le voir, c'était un petit peu compliqué. En attendant, j'ai quand même fait ce que j'ai pu pour porter nos propositions et nos mesures. J'espère que ça vous intéressera, je vous invite à regarder ça et puis surtout à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi, littéralement, déjà souvent je suis affligé, mais alors là j'étais plus qu'affligé compte tenu du niveau global de la discussion. Allez, je vous laisse regarder ça et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Antoine Léaumont, orateur national de la France Insoumise, juste avant la pub, je vous demandais, vous allez peut-être peaufiner la définition de l'union des droites. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute et ensuite votre réaction juste après. L'union des droites, c'est l'appel que je lance ici, dans les Alpes-Maritimes, berceau historique de toutes les droites françaises. Vous qui avez cru en Le Pen, Pasqua, Séguin, Villiers, Sarkozy, Fillon, vous qui êtes patriotes, indépendants, républicains, vous qui étiez hier face à face, vous êtes ce soir côte à côte. Vous tous, électeurs de toutes les droites françaises, à tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus, je lance cet appel grave ici, mes amis, au Palais des Victoires, qui ne peut pas porter mieux son nom. Je lance l'appel des victoires, solennel et joyeux, unissons nos forces. Antoine Léaumont, orateur national de la France Insoumise, alors j'imagine que vous ne partagez pas ce constat et cet appel des victoires. C'est-à-dire que moi, ça ne me concerne pas beaucoup l'union des droites, si vous voulez. Mais, et pourquoi pas je pense que l'objectif qu'il se fixe lui est impossible. Parce qu'il a, à trop de reprises, eu des propos qui, pour des gens de droite, qui sont des vrais républicains, puisqu'il fait appel au républicanisme, même si j'ai constaté qu'il finissait ses discours en disant « Vive la République et surtout vive la France », qui n'est pas un propos d'une personne très républicaine. Et j'ai remarqué que Jean-Luc Mélenchon, dans son discours dimanche dernier, ne disait pas « Vive la France ». On dit toujours « Vive la République et vive la France ». Je peux vous assurer que la semaine dernière, il n'a pas dit « Vive la France », il a dit « Vive la République ». Il a fini son discours sur une citation. Mais passons sur ça, c'est du détail. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il en est impossible. Il est un personnage qui ne peut pas rassembler les droites. Pour une raison simple, c'est qu'il est trop violent. Vous l'avez dit tout à l'heure, le meeting de Villepinte, finalement, a été le début de sa chute sondagière parce qu'il y a eu ces scènes de violence absolument insupportables qui étaient commises par les Zouaves de Paris qui sont des néo-nazis. Donc, ça ne peut pas, on ne peut pas rassembler la droite autour de scènes de violence de cette nature-là. Je prends un autre exemple. Quand il dit qu'il faut que les enfants en situation de handicap soient dans des établissements spécialisés et pas éduqués avec tous les autres. C'est ce qu'il a dit. Pour des gens, même pour des gens de droite, dit, hein, bah si, c'est ce qu'il disait. Il a dit que le tout inclusif pour le handicap, le tout inclusif n'était pas forcément efficace et ne permettait pas à des enfants qui avaient des handicaps lourds d'avoir finalement une éducation saine. Donc conclusion, il faut les mettre ailleurs qu'à l'école. Nous proposons à l'inverse. Nous proposons à l'inverse de scolariser ces enfants, mais en y mettant les moyens pour qu'ils soient scolarisés comme tous les autres enfants, parce que sinon, c'est introduire de la division, c'est introduire une inégalité entre les enfants à l'école, et l'inégalité, c'est contraire à la devise républicaine, liberté, égalité. L'idéologie sur ce thème-là n'avait pas de sens. Non, mais donc, je pense que Éric Zemmour, par ses propos, par sa violence, est incapable de rassembler, de faire ce qu'il espère faire, c'est-à-dire de rassembler la droite. En revanche, si on vient sur le fond maintenant, pour continuer, il a eu un discours très violent sur la fraude sociale. On l'entendra tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Je veux vraiment. D'abord, on commence avec l'union des droites. On parlera de l'injustice et
et des fraudes fiscales, et ensuite on fera l'insécurité. Et puisque le diable se cache dans les détails, je vous promets qu'on va retrouver la séquence de fin du meeting de Jean-Luc Mélenchon où il dit « Vive la République » et il ne dit pas « Vive la France ». Benjamin Morel. Oui, rapidement. L'union des droites, ça peut signifier deux choses. D'abord, ça peut être un truc qui est en réalité, comme l'union de la gauche, une histoire de militants qui se regardent le nombril. Quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, vous avez à peu près la moitié des Français qui ne se reconnaissent pas dans une identité politique. Dire regardez, tout le monde est de droite et à partir de là on unit, en réalité la plupart des Français sont sensibles à une offre politique. Et vous avez une grande porosité entre des électorats de droite à gauche, etc. Donc là, vous avez un récit qui parle aux militants, mais qui est également en grande déconnexion avec les Français. Il y a une façon de sauver malgré tout cette idée-là, c'est-à-dire de dire, grosso modo, pour que la droite arrive au pouvoir, il faut qu'elle fasse une synthèse entre, on va dire, une bourgeoisie qui peut être attachée en effet à une forme libérale d'économie, mais également à l'idée de nation, etc., et de l'autre côté, des classes populaires. Le problème aujourd'hui d'Éric Zemmour, c'est qu'il a du mal à parler à ces classes populaires. Quand je disais tout à l'heure, Marine Le Pen, elle a des réserves dans l'abstention, c'est que pour l'instant, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, une grande partie des classes populaires ne rentre pas dans les sondages, tout bêtement, parce qu'on ne sonde que les personnes les plus certaines d'aller voter. Et dans ces personnes qui ne rentrent pas dans les sondages pour l'instant, vous avez ces classes populaires. Éric Zemmour, jusqu'à présent, a beaucoup de mal à leur parler. Et j'ai l'impression que ce discours était quand même adressé en partie à cette classe populaire. Il y a une volonté, en effet, de leur parler en disant, en tirant en réalité la question des allocations et des prestations sociales, en disant, grosso modo, l'immigration est un problème pour arriver. Mais il y a des questions de pouvoir d'achat, il y a des questions de services publics sur lesquelles, pour l'instant, il a du mal à appuyer. C'est une question de logiciel, c'est également une question de marotte qui fait qu'aujourd'hui, il va avoir du mal, justement, à mordre sur cet électorat qui, pour l'instant, reste tenu structurellement par Marine Le Pen. On continue sur l'union des droites et il en a profité pour... Il en a très peu parlé de ses opposants, ou du moins de ses adversaires. Il a parlé quand même un petit tacle à Valérie Pécresse. On écoute. Les électeurs de LR ne sont pas des traîtres. Ils ont été pris en otage par des politiciens centristes comme aujourd'hui par Valérie Pécresse. Qui est allé se soumettre à Hervé Morin, à Jean-Christophe Lagarde. Est-ce qu'il peut rassembler ces droites? C'est aussi ça la question, Éric Tegner. Là, ce qui est clair, c'est qu'il a changé de stratégie. Son but n'est pas de s'attaquer à Marine Le Pen. On a vraiment vu à quel point aussi il a été plutôt dans la séduction vis-à-vis de son électorat. Il veut cibler Valérie Pécresse. Pour ça, il a entendu ce que lui aurait dit Patrick Buisson au Sables d'Olonne lorsqu'ils se sont vus avec Philippe de Villiers. Il lui a dit, voilà, Marine Le Pen aujourd'hui, elle a son socle de classe populaire. C'est indéboulonnable. Quoi qu'il se passe, elle a ses 13 ou 14%. Il faut que tu t'attaques justement à Valérie Pécresse. Et pour ça, effectivement, il a de la marge pour deux raisons. La première, c'est que il y a une partie quand même de l'électorat de Valérie Pécresse aujourd'hui qui peut être tenté par Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour a quand même, quand il parle d'union des droites, c'est aussi parce qu'il incarne le fait d'avoir chez lui beaucoup d'électeurs de LR, beaucoup d'électeurs du RN et des gens de ce qu'on appelle la droite hors les murs. Donc et également un discours, plutôt un électorat interclassiste, c'est ce que Frédéric Dabi expliquait. Mais il y a le fait que Valérie Pécresse aujourd'hui, qui est quand même pour moi, qui a atteint un peu une sorte de plafond de verre, sa campagne a du mal quand même à toucher les Français, elle a du mal à mettre en avant des propositions. Elle va être mise en difficulté, je le pense, par l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la campagne. Emmanuel Macron va faire clairement une campagne de centre-droit. Moi, des journalistes qui avaient vu justement des proches d'Emmanuel Macron me confiaient qu'il avait dit qu'il ferait une campagne un peu sur le conservatisme populaire, c'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait à gauche, il n'y aurait pas réellement d'adversaire, et donc il va aller, je pense, asphyxier Valérie Pécresse, qui donnera pour moi des chances à Éric Zemmour, parce qu'à partir du moment où Valérie Pécresse n'est plus en capacité d'atteindre le second tour, là, la question du vote utile, qui peut être très dangereuse pour Éric Zemmour, se retournera en sa faveur. Je vous promettais juste une petite aparté. Jean-Luc Mélenchon, dimanche. On l'écoute. Chacun, dit Louise Michel, chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre. Et nous pensons que le jour où le règne de la liberté, de l'égalité et de la fraternité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Vive la République! Bah alors,
Eh ben, moi, ça me va tout à fait comme phrase de conclusion. Ah, parce que non, c'est pas ce que vous m'avez dit, vous là. Attendez. Attendez, je vous dis juste que dans la plupart de ses discours, Jean-Luc Mélenchon dit vive la République et vive la France. Mais vive la République, pour moi, c'est synonyme de dire vive la France. Parce que j'ai une conception républicaine de la patrie. Et contrairement à d'autres qui veulent y mettre l'histoire du sang, des origines, parfois la religion même, moi je considère qu'on est français quand on défend la devise de la patrie qui venait d'être prononcée, puisqu'il parlait de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je trouve que finir sur vive la République, c'est dire vive la France. Et justement, quand M. Zemmour essaye de séparer les deux, il essaye de faire quelque chose qui est contre-républicain. Séparer, je veux dire, notre patrie, elle naît sur les symboles. Elle naît entièrement avec la Révolution française. Le drapeau tricolore, la Marseillaise, le mot même de nation, les mots de patriote qu'utilise Éric Zemmour, ce sont des mots qui nous viennent de la Révolution française. Ce sont des mots qui nous viennent C'est pour ça qu'il dit vive la République et surtout vive la France. C'est deux conceptions des choses, mais au moins il assume de dire vive la France. On était un peu surpris. Mais moi aussi j'assume de dire vive la France, c'est pas un souci. J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas, c'est pour ça. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la République et la France, c'est synonyme. Ceux qui essayent de séparer les deux sont ceux qui essayent de nous ramener à une histoire qui est une histoire de la royauté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Benjamin Morel, allez-y. Vous êtes taquin, parce que tout de même, on a un meeting qui finit par la Marseillaise. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les meetings de la gauche finissaient par l'international. Donc là, pour le coup, ça montre quand même qu'aujourd'hui, la gauche est attachée à la nation. Je constate que... parce que j'ai dit ça tout à l'heure, on a quand même entendu un petit peu de Jean-Luc Mélenchon au milieu d'Éric Zemmour. Et finalement, mais sachez que le week-end dernier, on a longuement débriefé le meeting d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait plaisir d'avoir un peu de Louise Michel et de République. Mais sachez qu'on continuera au milieu d'un Éric Zemmour. Bien sûr, vive la République encore une fois, sans dire vive la France. Qu'est-ce que vous en pensiez, André Rouget? J'observe que vous avez dit qu'il y a les symboles de la République, il y a le drapeau tricolore, dont les symboles figurent à l'article 2 de notre Constitution, ce qui a permis au président de la République de violer la Constitution en mettant le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Et puis, lorsque vous dites, lorsqu'on aime la République, on aime la France, mais la France, ce n'est pas que la République. La France, c'est 2000 ans d'histoire et on ne peut pas faire abstraction de 2000 ans d'histoire. Je voudrais revenir un instant sur l'union des droites. Oui, bien sûr, on revient sur notre sujet principal. Puisque je ne l'ai pas évoqué, et ce qui appelle deux observations de ma part. La première, au risque de me répéter, c'est que, une fois encore, Éric Zemmour scande de façon incantatoire l'union, ce qui n'est pas sans rappeler l'Europe en sautant comme un cabri, et dans le même temps, alors même que, je le répète, il a voté 2 fois pour François Mitterrand, il se pose en diviseur, alors même que Marine Le Pen bénéficie de la dynamique sondagière. Des sondages qui, je dois le rappeler, avant la candidature d'Éric Zemmour, donnaient Marine Le Pen à égalité au premier tour avec Emmanuel Macron. Et que les derniers sondages la donnent pas loin de la marge d'erreur au second tour. Elle est à 40-46. Donc, je répète ma question. Que cherche Éric Zemmour? C'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est que nous sommes dans une campagne présidentielle et que la tambouille politique n'intéresse pas les Français. Parce que une campagne présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français, et qu'à plusieurs reprises, Marine Le Pen a eu l'occasion de dire qu'elle était favorable non pas à l'union des droites, d'ailleurs on n'arrive pas à grand-chose en faisant cohabiter l'une à côté de l'autre diverses personnalités, mais qu'elle était favorable à l'union nationale, à l'union des patriotes, des souverainistes, ces Français qui en 2005 ont voté non au référendum en faveur du pacte européen. Eh ben c'est pas ce que considère, en tous les cas, du moins vous dites pourquoi, que cherche Éric Zemmour. Moi j'ai pas forcément la réponse, mais votre ex-confrère eurodéputé Gilbert Collard a peut-être la réponse, on l'écoute. Il y a un réveil politique qui se produit, voir ici la foule qui se rassemble avec à l'extérieur près de 1000 personnes qui n'ont pas pu entrer. C'est le signe extraordinaire qu'il y a une prise de conscience.
historique. Et je veux dire que toutes les critiques les plus tristes ou nettes ne changeront rien à cette réalité humaine. Et je pense qu'il y a dans le public ici des gens du Rassemblement national, des républicains et qui cherchent une autre voie, une voie de synthèse. Finalement, c'est l'image du jour. Gilbert Collard aux côtés d'Éric Zemmour et aux côtés de Philippe de Villiers. Gilbert Collard qui est un lieutenant, il fallait le dire quand même, un lieutenant de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Qui non, était, pas vraiment. Oui, pas finalement, vraiment. un peu plus loin ces derniers mois. C'est ce que j'allais vous dire. Je dois dire qu'en tant que député du Rassemblement national, je suis heureux d'entendre aujourd'hui la voix de ce monsieur que je n'ai jamais autant entendu que pour l'avoir croisé par hasard pendant les vacances. En 2 ans et demi de mandat, j'ai dû voir une fois Gilbert Collard dans l'hémicycle à Strasbourg. Et je ne pense pas l'avoir jamais croisé à Bruxelles. Je me trompe. Donc de là à parler d'un lieutenant de Marine Le Pen, je pense que c'est un peu exagéré, si vous me le permettez. Eh ben, Éric Tegner, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, Benjamin Morel. Moi, permettez-moi, je trouve ça pas forcément très habile de la part du Rassemblement national de dire finalement bon débarras pour ces gens-là. Déjà parce que ceux à l'intérieur qui peut-être aujourd'hui doutent vont se dire bon j'ai qu'à m'en aller parce qu'en fait de toute façon il n'y a pas de considération pour ceux qui décident d'avoir une voix dissonante. Ensuite, j'observe quand même que Marine Le Pen était ravie, et je pense qu'elle avait raison, de jouer sur les ralliements lorsque Robert Ménard a finalement changé d'avis. Il ne voulait plus soutenir Éric Zemmour, mais qu'il soutenait Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est affichée à Béziers de ce côté-là. Si on revient aussi sur les anciennes élections... Parce que Robert Ménard représente quelque chose électoralement, à commencer par sa ville, son canton, sa région. En fait, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Dans ce cas-là, si Jérôme Rivière ne représentait rien, pourquoi a-t-il été nommé chef de la délégation des députés européens? C'est-à-dire que, en fait, en disant cela et en l'accusant finalement de ne servir à rien, de ne pas travailler, vous dites vous-même que vous nommez à la tête de votre groupe européen. Vous avez quasiment gagné les dernières élections. J'ai regardé parce que Benjamin Morel allait me dire vous êtes trop taquin, mais je pensais vraiment trop faire. Peut-être a-t-il évolué. Que voulez-vous que je vous dise? Il a peut-être été un bon chef de délégation au début du mandat, qui était il y a 2 ans et demi, je vous le rappelle. C'était l'homme de confiance de Marine Le Pen, chargé quand même mais non, je crois qu'il ne faut pas... On le voyait aux élections américaines. On a... Le jeu des ralliements, c'est très classique. Au sein de LR comme au sein du RN, vous avez des points de tension personnels et des points de tension idéologiques. C'est-à-dire que quand vous regardez les ralliements, vous avez un réseau villiériste, vous avez un réseau Marion Maréchaliste. Vous disiez Gilbert Collard proche de Marine Le Pen, non, plutôt proche de Marion Maréchal Le Pen. Ils étaient députés ensemble, ils avaient des liens. Voilà, là on a quelque chose qui n'était peut-être pas forcément attendu, mais n'était pas non plus tout à fait impossible. Donc là, on a quelque chose de très classique. La question, c'est qu'est-ce que ça change pour Éric Zemmour? Ça change 2 choses. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de pallier une dynamique sondagière en donnant le sentiment d'une dynamique de ralliement. Ça, en effet, ça peut déclencher éventuellement un effet de vote utile. Stratégiquement, c'est pas idiot. Le deuxième élément, président d'honneur. Le deuxième élément, c'est que ça permet justement de montrer qu'il n'est pas seul. Or, ce qu'on reprochait à Éric Zemmour il y a encore 1 mois, 2 mois, c'est qu'à part lui et Sarah Knafo, il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, on voit qu'avec De Villiers, avec Collard, etc., il y a malgré tout un entourage de personnes que l'on connaît. Et ça permet malgré tout de crédibiliser une candidature. Donc, ça va peut-être pas booster fondamentalement les sondages, mais c'est déjà quelque chose comme une bonne prise. Et c'est une prise quand même, c'est un excellent, il faut le dire, un excellent débatteur. Et c'est quelqu'un qui a un fond, une expérience. Je trouve que les ralliements qui succèdent pour Éric Zemmour sont des ralliements qui font la partie extrême droite de sa campagne. S'il veut unir les droites, il faut... Enfin, moi, je m'en fous de son résultat à la fin, mais si sa stratégie, c'est d'unir les droites, la logique voudrait qu'il ait aussi des ralliements qui viennent réellement de la droite, pas seulement de l'extrême droite, parce que pour l'instant, il porte des idées d'extrême droite, il a des ralliements d'extrême droite. Donc, pourquoi les gens voient... Vous considérez Gilbert Collard, que oui. Gilbert Collard, Damien Rieu, qui était dirigeant de Génération Identitaire et qui comparait Benzema à des terroristes islamistes, si vous voulez, c'est l'extrême droite dure. C'est pas l'extrême droite légère, c'est l'extrême droite bourrine qui... Votre analyse est incomplète, parce qu'en fait, pour rallier quelle est la méthode aujourd'hui pour rallier des députés, des sénateurs LR, des gens qui sont dans une logique de carrière? Ils ont besoin de se dire, si Éric Zemmour perd l'élection présidentielle, derrière, j'ai un avenir. Vous voyez, il y a aucun... Donc, ce qui compte dans les ralliements de Guillaume Pelletier, de Jérôme Rivière, etc., c'est qu'en fait, Éric Zemmour, il explique, il y aura reconquête aux élections législatives. Gilbert Collard est d'extrême droite. Ce que vous dites, bah si, Gilbert Collard quand même... Il essaie de crédibiliser
C'est quoi l'extrême droite selon Gilbert Collard? C'est ça que j'essaie de... Comment vous définissez l'extrême droitisation de Gilbert Collard? Gilbert Collard, venant du Rassemblement National, il est plutôt perçu par les gens. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est perçu par les gens comme une personnalité d'extrême droite. La France Insoumise, vous mais, tout ce non, qui mais est à votre droite. Donc vous êtes d'extrême gauche, par exemple, c'est ça? Moi, non, mais la France Insoumise, c'est pas d'extrême gauche. Encore une fois, ça dépend de la manière dont les gens se positionnent et de la manière dont les gens sont vus dans l'espace public. Je pense que si vous demandez, si vous allez interroger des gens dans la rue, de quel parti, de quelle mouvance politique est Gilbert Collard, je pense que l'essentiel des gens déjà vous diront qu'ils ne le connaissent pas, et qu'ensuite, les gens qui le connaissent vous diront qu'il est plutôt d'extrême droite. Et maintenant, ce que je veux dire juste, c'est que dans sa stratégie d'union de la droite, il me semble qu'il est trop marqué à l'extrême droite pour y réussir. Encore une fois, moi, j'en ai absolument rien à faire, parce que je pense qu'il va se finir par perdre. Enfin, on n'est pas marqué à l'extrême droite parce que l'on vient du Rassemblement National. Je voudrais juste dire un truc sur les ralliements. Un peu aussi. Je voudrais juste dire un truc sur les ralliements. Vous l'avez dit, c'est des ralliements qui sont opportunistes en réalité. C'est des gens qui espèrent peut-être avoir quelque chose. Pas du tout. Gilbert Collard, en quoi je rebondis. L'opportunisme. C'est ce que vous venez de dire, qu'il y a une forme d'opportunisme, une forme de volonté d'espérer avoir des postes à la suite. Nous, on constate chez nous des ralliements qui sont des ralliements de gens qui ne viennent pas du milieu politique, qui ne sont pas des gens qui sont dans des logiques de carrière politique. Là, ce soir, il y a Aymeric Caron qui rejoint la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui est engagé sur des causes écologistes. Vous voyez, c'est des formes de ralliement qui sont sur la base. C'est vrai que pendant les régionales, il n'y avait pas de ralliement entre la France Insoumise, les Verts, le Parti Socialiste, un peu confusant et d'opportunité. Vous savez que le mode de scrutin aux élections régionales n'est pas tout à fait le même qu'à l'élection présidentielle. Donc au régional, au premier tour, on essaye de porter ses idées. Au deuxième tour, on essaye de se rassembler avec ceux qui sont le plus proches pour essayer de remporter des régions. À l'élection présidentielle, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les deux premiers qui arrivent en tête qui sont au second tour. Et moi, je vous fais le pari que dans les deux personnes, il y aura Jean-Luc Mélenchon. La question que je me pose, c'est qui sera en face de lui? Dans les deux personnes au second tour, vous voulez dire? Dans l'une des deux personnes, ce sera Jean-Luc Mélenchon. La question que je me pose, c'est qui sera en face de lui? Ah, c'est intéressant. Qui sera en face de Jean-Luc Mélenchon Non, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire mon voisin à propos de l'extrême droite. On n'est pas d'extrême droite lorsque l'on vient du Rassemblement National. J'en veux pour preuve mon propre cas, celui de Jean-Paul Garot ou celui de Thierry Mariani. Nous avons en commun de venir tous les trois du RPR et d'avoir eu comme Pygmalion, en ce qui me concerne, Alain Perfit et Michel Debré, Thierry Mariani, Charles Pasqua et Jean-Paul Garot, Maurice Druon. Vous conviendrez qu'en termes d'extrémistes de droite, il y a quand même un peu de marge. La question, c'est pas de ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'union nationale, de la rencontre entre un homme, une femme et le peuple. C'est que Marine Le Pen avait commencé à l'occasion des élections européennes à constituer cette union nationale, puisque sur la liste, il y avait Hervé Juvin, essayiste économique issu de la société civile, Maxette Pierre-Bacas, notre députée guadeloupéenne, agricultrice et syndicaliste. Une longue liste. Pardon ? C'est ça, une longue liste de... Oui, Collard qui est passé par le Parti Socialiste, Rivière qui est passé par l'UDF, enfin... Bien sûr. Et à l'époque, c'était une dynamique pour le Rassemblement National d'avoir des ralliements d'autres partis politiques. Après, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y en a... Vous entendez la musique ? Lorsque l'on veut afficher l'union nationale, ça se traduit par des faits. Et quand des gens s'en vont, ça les regarde. La publicité, on revient dans un instant. Parlons du fond à présent. On a parlé de la politique et cette idée d'union des droites. Il est longuement revenu sur l'idée d'une injustice sociale. Et écoutez ce qu'il a pu dire sur les fraudes sociales. Éric Zemmour. Il est une colère qui gronde dans les profondeurs de la France. Une colère que j'entends presque chaque jour. Vous m'en parlez quand on se voit, vous me l'écrivez dans vos lettres. Votre colère, c'est le scandale de la fraude sociale. Que c'est injuste quand vous dépensez tant chaque mois pour financer nos dépenses sociales. Avec près de 800 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 800 milliards d'euros. La France détient le record mondial de la dépense sociale en proportion de la richesse nationale. Mais savez-vous que le montant des fraudes sociales est évalué jusqu'à 40 milliards d'euros par an? C'est ce que rapporte l'impôt sur les sociétés, c'est plus de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu.
Benjamin Morel, à qui il s'adresse lorsqu'il parle de ces Là, il s'adresse à deux types d'électorats. Il s'adresse d'abord à son électorat, qui en effet, avec lequel il peut réactiver un certain nombre de sujets sur l'immigration, la fraude, etc. Mais il s'adresse également à une partie de l'électorat populaire, qui a peur en réalité de voir l'État-providence s'étioler et auquel dit, eh bien, on n'est pas obligé de réformer fondamentalement ou de supprimer cet État-providence, il faut simplement traquer la fraude. Ensuite, du point de vue de la rhétorique, c'est assez intelligent. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas économiste, donc je ne pourrais pas vous dire qui a raison ou qui a tort, c'est le montant à la fois des fraudes, de ce que l'on peut récupérer et de ce que l'on peut en faire au regard de ce que propose Éric Zemmour. Le vrai débat est là, mais il ne rentre pas dans cette querelle de chiffres. Il met en avant dans son discours un certain nombre de fraudes qui, si elles sont avérées, sont en effet tout à fait scandaleuses. Et donc, à partir de là, il joue justement à travers la persuasion sur le scandale qui touche ces cas particuliers pour ne pas parler en réalité de ce qu'il fait, de ce qui fait problème, c'est-à-dire cette querelle de chiffres. À chaque thème, une thématique, c'était ça qui était assez intéressant. Il prenait des exemples, des cas pratiques, soit des témoignages, soit des scandales. Ce qui parle de scandales sociaux, c'est-à-dire, savez-vous que 2 couples de Roumains ont réussi à déclarer 1200 grossesses? Savez-vous qu'il y a 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie? Savez-vous que lors d'un récent contrôle des retraités vivant en Algérie, 40% des pensionnés étaient en fait déjà morts? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il vise juste, Antoine Léaumont? J'imagine que vous allez dire non. Eh bien sûr, parce que M. Zemmour fait comme tous ceux qui veulent protéger les riches. Il ne parle pas de la fraude fiscale qui nous coûte 80 milliards d'euros par an. Ça, il n'en parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Ses amis les riches qui peuvent faire de la fraude et de l'évasion fiscale, il n'en parle pas. Pourtant, c'est ça qui menace notre système social bien plus que la prétendue fraude aux allocations sociales. Parce que moi, je suis allé regarder dans le détail. Il y a des fraudeurs dont M. Zemmour n'a pas envie de parler. Par exemple, il parle du fisc. Le RSA, la fraude au RSA, ça coûte 800 millions d'euros par an. 800 millions, on est en millions, pas en milliards, hein, d'accord? L'impôt sur les sociétés, la fraude sur l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les patrons qui ne déclarent pas correctement leur impôt sur les sociétés. 27 milliards d'euros, d'accord? La fraude aux arrêts maladie, 149 millions. La fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire les patrons qui ne déclarent pas leurs travailleurs, qui font du travail au noir, 14 milliards d'euros par an. La fraude aux prestations familiales, 119 millions. La fraude à l'impôt sur le revenu, 17 milliards. Vous voyez, des fraudeurs, il y en a. Je veux que le fisc aille davantage voir du côté des caïds de banlieue dans les supermarchés de la drogue. Les caïds de banlieue. Quand le fisc vient passer des semaines dans votre magasin, dans votre restaurant, dans votre atelier, dans votre hôtel, dans votre usine, pour vérifier vos ventes, vos dépenses, vos encaissements. Vous voyez ce qu'il fait? Il oppose d'un côté les chefs d'entreprise en disant « Bouh, on vous contrôle trop les chefs d'entreprise » et de l'autre, les caïds de banlieue. Les caïds de banlieue, il faut les combattre avec la police et avec du renseignement. Voilà comment on fait. Pas avec des gens qui vont faire de la recherche de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais par contre, les fraudeurs et les évadés fiscaux, ceux-là, oui, il faut les pourchasser. Ceux-là, ils nous coûtent 80 milliards d'euros par an. Et ils nous volent de l'argent à tous. Ils vous volent de l'argent à vous, à vous, à vous, à vous et à moi. Et moi, j'en ai ras-le-bol qu'on parle sans arrêt des petits caïds de banlieue et qu'on parle jamais des gros voleurs qui nous font les poches à tour de bras. Les 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie, on en fait quoi? 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale par an. Moi, je vous réponds, je vous dis ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on en fait aussi de ces 3 millions de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie? Mais qu'on prouve les 3 millions de bénéficiaires. Je viens de vous le dire, les arrêts maladie, la fraude aux arrêts maladie, c'est 149 millions d'euros. Des millions, pas des milliards. Donc M. Zemmour, il a un discours qui vise un seul objectif, protéger les puissants et les riches qui mettent leur argent en Suisse, au Luxembourg ou dans les paradis fiscaux. Ceux-là, il n'en parle pas parce qu'il souhaite qu'ils votent pour lui et qu'ils financent sa campagne. André Rouget, c'est un élément essentiel, les fraudes sociales? C'est absolument essentiel. Et pour illustrer mon propos, je tiens à signaler qu'il y a 2 rapports sur le sujet. Un rapport parlementaire qui a été relayé par le magistrat Charles Prats, qui a fait de la lutte contre les fraudes l'un de ses chevaux de bataille, son cheval de bataille, et un rapport de la Cour des comptes qui estime que le total des fraudes en France avoisine les 40 milliards. Le total des fraudes, c'est quoi? Précisez. Les fraudes sociales. Le montant des fraudes sociales était visé. Moi, je vous ai donné 40 milliards. Moi, je vous ai laissé parler, je vous ai pas interrompu. Je vous demande de me laisser parler parce que. Laissez-le terminer. Non, mais attendez. Non, je suis désolé. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on fasse la chasse aux pauvres. Si vous me laissez terminer mon propos. Dites-moi, c'est quoi les 40 milliards? Si vous me laissez. Précisez. Moi, je vous ai parlé du RSA, des arrêts maladie, des prestations familiales. Si vous me laissez terminer mon propos, vous allez comprendre que 40 milliards de quoi? nous ne sommes pas dans la chasse aux pauvres. Donc, écoutez, moi, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes. J'aimerais savoir ce qu'il y a dedans. Je vous renvoie au rapport. Je vous demande, moi, je vous donne des trucs précis. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes. C'est le terminer, Antoine Léaumont. Bah oui, mais non. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, qui est pour le moins une
institutions des plus sérieuses dans notre pays. Et nous, c'est un poste sur lequel nous souhaitons effectivement faire d'énormes économies, et nous avons choisi une hypothèse basse de tabler sur 15 milliards. Et dans cette hypothèse, Marine Le Pen, qui a un programme très concret, très réaliste, qui pourra s'appliquer du jour au lendemain dès lors qu'elle sera élue présidente de la République, a prévu de l'instauration d'un ministère de la lutte contre les fraudes, aussi bien les fraudes sociales que les fraudes fiscales, mon cher monsieur. Président, je m'engage à créer la Brigade nationale de lutte anti-fraude. On est d'accord. Même si donc, il n'y a pas de cadeau, quoi que vous puissiez en dire, il n'y a pas de cadeau, etc. C'est l'objectif systématique de l'extrême droite, c'est d'essayer de diviser. D'abord, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous n'avions rien à voir avec l'extrême droite. Michel Debré et Alain Peyrefitte, qui ont été mes maîtres à penser, ont plutôt combattu qu'encouragé l'extrême droite. Si vous voulez, la droite. Mais c'est un objectif systématique de la droite, disons, d'essayer de diviser les gens sur cette base-là, d'essayer de diviser les gens parfois sur la religion, parfois sur la couleur de peau, parfois en essayant de chercher celui qui est plus pauvre que vous, pour que vous regardiez... Non, pas du tout, cette impression. Non, monsieur, je ne cherche pas... Nous ne cherchons pas à diviser. Je suis désolé, moi je donne des chiffres. Ça devient inaudible, franchement, c'est pas sympa. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que nous ne cherchons à diviser personne, nous cherchons à favoriser les Français qui sont lésés par ces fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales. Benjamin Morel. Aux logements sociaux. Le problème, 30 secondes, c'est que le débat n'est pas le bon. C'est-à-dire que tout le monde est contre la fraude fiscale et tout le monde est contre la fraude sociale. Il n'y a personne qui va se réjouir du fait qu'il y ait des fraudes sociales. Le problème, c'est comment on lutte contre les fraudes sociales et les fraudes fiscales. Or, aujourd'hui, jusqu'à présent, Éric Zemmour dit que ça va être la solution à tous les problèmes parce que je vais récupérer 40 milliards. La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas, qu'il y a des difficultés pour justement parvenir à récupérer ces 40 milliards, comme les 80 milliards de fraude fiscale que vous évoquiez. C'est pas une solution magique. C'est pas un coffre que l'on a intérêt à quelque part et que l'on va découvrir pour dégager des marges budgétaires. Et ça, c'est un vrai problème. Si ce coffre, il existait, si on avait 120 milliards caché que les gouvernements précédents s'en seraient déjà servis. En tous les cas, par exemple, il s'engage à créer la Brigade nationale de lutte anti-fraude sur le modèle qui fut créé ici dans les Alpes-Maritimes en 2011 par Éric Ciotti et qui a permis de recouvrer près de 15 millions d'euros sur une année sur un département. Il y a des postes qui rapportent de l'argent, des postes de contrôleurs fiscaux, ça rapporte de l'argent. Il y a des fonctionnaires qui ne coûtent pas de sous, il y a des fonctionnaires qui rapportent de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on supprime ces postes-là? Parce qu'on n'a pas envie de faire la chasse. Enfin, pas moi, monsieur Macron, monsieur Hollande, monsieur Sarkozy. Tous les amis des riches, ils sont très contents du fait que les riches, ils aillent planquer leur fric à l'étranger. Ça leur pose pas de problème. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc oui, il y a effectivement un gros coffre. C'est vrai que c'est pas caricatural. C'est vrai que c'est vraiment pas. On n'est pas du tout dans la caricature. Avec 80 milliards d'euros, et il y a des gens qui ne veulent pas y toucher. Nous voulons aller porter la main dans le portefeuille de ceux qui nous veulent. Évidemment. Éric Tegner, c'est une question de volonté politique en vrai. Moi, je pense qu'Antoine Loméan a vraiment un discours qui est cohérent par rapport à ce qu'il essaie de défendre. Mais en même temps, en fait, il applique exactement ce qu'il reproche avec Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il va dire, Éric Zemmour, en fait, il se concentre sur la fraude sociale, mais il ne parle pas de la fraude fiscale. Ce que fait la France insoumise depuis des années, c'est de se concentrer exclusivement sur la fraude fiscale pour la simple et bonne raison que ceux qui profitent souvent de la fraude sociale, mais pas que, le RSA, beaucoup en profitent illégitimement, selon Éric Zemmour, mais légalement. Et ça, c'est votre électorat aussi, qui est un électorat souvent d'origine immigrée, qui est cet électorat aussi des banlieues, et c'est pour ça qu'il s'oppose à ça aujourd'hui. Mais juste, vous avez dit un truc. On va écouter. Attendez, vous avez dit un truc qui est contradictoire. Vous avez dit un truc qui est contradictoire. Très vite, parce que je veux qu'on avance. Vous dites que on veut. Moi, je me souviens plus ce que vous avez dit. Mais... Alors là, je me permets d'interrompre la vidéo parce que vous l'avez vu, j'ai ma langue à fourcher, j'ai perdu mes mots, mais parce que le présentateur disait qu'il fallait passer vite à autre chose. Je voudrais juste signaler l'incohérence donc qu'il y a eu à ce moment-là sur le plateau de la part du monsieur du Livre Noir. Il dit qu'il y a des gens qui touchent le RSA illégitimement, mais pas illégalement, et que nous défendrions ces gens-là. Et justement, c'est ça l'incohérence de son propos, parce que quand on parle de fraude, on parle pas de gens qui touchent illégitimement, on parle de gens qui touchent illégalement. C'est pas la même chose. Toucher illégalement, ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi. Toucher illégitimement, ça veut dire que vous pensez qu'il faut changer la loi pour que des gens n'aient plus à toucher le RSA. Nous, c'est pas ce qu'on pense. On pense par ailleurs qu'il y a un gros taux de non-recours au RSA et aux aides sociales d'une manière générale, et donc qu'il faudrait accompagner les gens pour qu'ils puissent toucher les aides sociales auxquelles ils ont droit, plutôt que de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui touchent les aides sociales. Bien sûr, il faut faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui touchent le RSA, mais en créant de l'emploi, pas en radiant les gens et en supprimant le fait que des gens
gens puissent avoir accès à cette aide qui est donc la dernière limite, le seuil auquel, si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien du tout. Bref, je voulais le préciser parce que ça m'est resté sur le cœur du fait de cette accélération sur le plateau, etc., de ne pas avoir récupéré la petite chose que j'avais décelée dans le discours de cette personne qui donc se comporte à peu près comme un porte-parole de Zemmour. Ça m'embêtait quand même. Bref, allez, je vous laisse continuer la vidéo. Pensez à vous abonner les amis, parce que si vous ne l'avez pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. On va écouter Éric Zemmour sur le fisc et les caïds. Écoutez, c'était très intéressant justement. Je veux que le fisc aille davantage voir aux côtés des caïds de banlieue. Dans les supermarchés de la drogue, croyez-moi, je leur donnerai du travail. On verra comment le droit du travail est respecté là-bas. Pour les caïds, pas de TVA, pas de charge, pas d'URSSAF, pas de CSG, pas d'impôts, et avec un peu de chance, ils peuvent même toucher le RSA. Jusqu'à quand allons-nous supporter d'être les dindons de cette farce? Je veux que l'administration fiscale cesse d'être l'ennemi du contribuable. Je veux que les Français retrouvent une relation apaisée avec cette administration, qu'elle soit là pour les accompagner avant de sévir, pour leur expliquer avant de punir. Benjamin Morel, en sortie de discours, Gilbert Collard disait « Il a une force, Éric Zemmour, c'est de rendre incorrect le politiquement correct. » Et finalement, ce type de discours qui percute, de fait, lorsqu'il dit voilà, je veux que le fisc aille voir du côté des caïds, ce sont des phrases qui finalement on ne pouvait pas entendre, on entendait peu ces dernières années. Et il a en quelque sorte ringardisé l'échiquier politique. Ce qu'il a ringardisé, on a tout de même, je veux dire, c'est pas si novateur que ça. Ensuite, le souci, c'est que les caïds, c'est un problème d'ordre public, c'est pas d'abord un problème fiscal. Donc là, on a quand même une phrase, si vous voulez, qui est belle sur l'idée. L'idée, grosso modo, c'est, l'administration embête le bon français. On connaît ça depuis quelques mois déjà, ce type de discours mis sur la place publique. Elle va embêter ceux qui vraiment troublent l'ordre public. En réalité, du point de vue du réalisme quant à la proposition, on reste, à mon avis, du domaine de la formule. C'est qu'une formule. Moi, ce que je trouve assez malin dans sa stratégie, c'est, vous savez, il parlait d'immigration les 3 premiers mois de sa campagne, et on disait souvent, oui, mais Éric Zemmour est un peu trop déconnecté des réalités aussi que subissent les Français, leur quotidien, etc. C'était souvent d'ailleurs les attaques du côté de Marine Le Pen. Là, il a essayé, je trouve, pendant le discours, de lier la question migratoire et la question de l'insécurité à la question justement fiscale, des taxes, etc. D'une certaine façon, pour schématiser, il explique quoi? Il explique que on embête aujourd'hui tout le temps les petits commerçants qui constituent quand même une grande partie de son électorat aujourd'hui, les classes moyennes, etc. Mais de l'autre côté, il y en a, ils ont des passe-droits, parce qu'il a aussi parlé de ces terroristes qui profitaient du RSA, de ces djihadistes français qui aussi, une fois qu'ils étaient en Syrie, continuaient à toucher le RSA. 20% des djihadistes français partis en Syrie et en Irak continuaient à percevoir des aides sociales. Et d'Algériens qui continuaient à toucher leur retraite alors qu'ils étaient morts depuis longtemps. 40% ça, c'est dans des pensionnés. Donc il essaye de rejouer ça, je pense aussi. C'est quoi les chiffres? Un peu comme on entendait dans les années 80. C'est les chiffres, ils sortent d'où ces chiffres? Mais c'est ce que. C'est les chiffres de Zemmour. C'est le discours d'Éric Zemmour qui présente n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. C'est la Cour des comptes. Mais enfin, il raconte n'importe quoi. C'est un rapport de la Cour des comptes. C'est ça qui est insupportable. On vient de vous le dire que c'est un rapport. Mais non, mais d'accord, mais moi je. Alors à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Mais non, mais moi je vous donne des chiffres. C'est un complot aussi, dites-le. C'est un complot. Mais non, c'est pas ça. Mais enfin, si, vous avez raison. Il raconte absolument. Si vous remettez en cause un rapport de la Cour des comptes, est-ce que c'est vraiment le sujet des Français en ce moment? C'est ça? Non, c'est pas ça. Le sujet, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça le vrai sujet. C'est exactement ça. Il explique. Il explique aujourd'hui qu'on taxe. Il explique aujourd'hui. Je suis en train de vous dire. Non, mais je suis en train de vous dire que. Vous dites que les chiffres c'est n'importe quoi, ça vient de la Cour des comptes. Je dis que ces chiffres-là. Mais enfin, vous allez trouver le djihadiste qui touche le RSA. Il y en a combien? J'aimerais bien savoir combien ça coûte. Allez-y, s'il vous plaît. Très concrètement, sur le fond du discours, il y avait des propositions, par exemple, où il expliquait qu'il fallait baisser les charges pour qu'aussi les entrepreneurs puissent recruter des gens et qu'on retrouve 100 € sur un SMIC, 100 € de plus par mois, donc l'équivalent d'un 13e mois. Ça, c'est extrêmement concret. D'ailleurs, c'est collectivement partagé à droite. Et Guillaume Pelletier, d'ailleurs, c'était une de ses idées qu'il avait poussée il y a 1 an et demi en disant « je veux augmenter le SMIC ». Ça avait fait bronca, on disait que c'était une mesure d'extrême gauche. En fait, ce qu'on ne comprenait pas, c'est qu'il voulait l'augmenter par le fait d'augmenter le net parce qu'on diminuait justement les charges. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Et désolé, mais l'entrepreneur aujourd'hui, eh bien, quand il crée sa société, tout de suite, il y a l'URSSAF qui lui tombe dessus,
Et si c'est pas un spécialiste de la comptabilité, de la fiscalité, etc., eh bien derrière, il se retrouve toute la journée à régler ses problèmes à l'administration. Il parlait justement pendant son discours que j'ai écouté tout le long du fait que lorsqu'un magasin il reçoit justement quelqu'un du fisc pour faire tous des contrôles, eh bien au lieu de s'occuper de ses clients, il s'occupe plutôt justement de rendre des rapports à ce fisc. Et donc c'est pour ça qu'il explique. Écoutez, et je vois pas comment vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Enfin, monsieur, vous passez votre temps à dire. Après, ce qu'il a expliqué, c'est on peut trouver les économies de ce côté-là. Après, moi je pense une chose. Toute campagne présidentielle, le défi de tout le monde, Marine Le Pen, Macron, etc., c'est d'expliquer comment ils vont financer leur programme. Effectivement, moi je pense que ce qui compte, c'est d'abord les propositions. Après, on est suffisamment capable pour les gens au pouvoir de trouver des économies. Il y a un truc qui s'appelle la loi et qu'on est tous censés respecter. Donc si des chefs d'entreprise font de la dissimulation sur leurs revenus, eh ben ils doivent payer l'impôt qu'ils doivent, et c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent contrôler. Dissimulation des revenus. Mais bien sûr que si, parce que les gens qui viennent contrôler, les contrôleurs, vous savez, un entrepreneur, je sais pas si vous avez une entreprise externe, bien sûr j'ai une entreprise. Il peut ne pas avoir déclaré sa TVA à temps les 3 premiers mois parce qu'il s'occupe de recruter. Eh ben très bien, moi j'ai une entreprise, je déclare mes sous régulièrement. Bien sûr, mais les premiers mois c'est compliqué. Si vous le comprenez pas, franchement, vous n'allez pas récupérer votre électorat populaire. Mais c'est pas ça la question. Si vous comprenez pas que c'est difficile. Je suis en train de moi je veux vous parler du projet qu'il est en train de mettre en œuvre. Cette idée de baisser les cotisations, parce que vous appelez ça des charges, mais c'est des cotisations, c'est du salaire qui est socialisé, d'accord ? C'est du salaire qui est partagé, notamment pour financer la sécurité sociale, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour conserver la sécurité sociale. Quand quelqu'un, qui que ce soit, de Macron à Zemmour, nous dit « je vais augmenter le net en baissant les cotisations », les charges, appelle-t-il ça, il parle de baisser les salaires. Parce que c'est du salaire qui est socialisé, c'est du salaire qui est partagé. C'est ce que vous dites, mais sur votre fiche de paie, je diminuerai la CSG et j'augmenterai ainsi les salaires nets de ceux qui travaillent. Exactement. Cela fera 105 € de plus par mois pour nos travailleurs. C'est un 13e mois chaque année. Il va réduire la sécurité sociale. Il dit qu'il va faire des économies ailleurs. Et sur les solutions, il y avait une autre, c'est la carte biométrique qui avait été proposée justement par les députés LR auprès d'Emmanuel Macron l'année dernière. Jusqu'au bout de l'argument sur les salaires. Ça permet quand même de suivre aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de fraude sur la carte vitale. Vous avez changé de sujet, je voudrais aller jusqu'au bout de l'argument sur les salaires. Il y a une manière simple d'augmenter les salaires, c'est d'augmenter le SMIC, c'est un décret, ça s'appelle du partage de la richesse. Parce qu'il y en a qui mettent beaucoup d'argent de côté, notamment dans les entreprises du CAC 40, et l'augmentation du SMIC, c'est une augmentation du brut et du net, c'est-à-dire du salaire qu'on reçoit effectivement sur sa feuille de paye et du salaire qu'on socialise. Par ailleurs, nous proposons aussi de rendre la CSG progressive pour que... en gros, tous les gens qui gagnent à l'heure actuelle moins de 4 000 € par mois, soient gagnants dans notre système de réforme de l'impôt sur le revenu, de réforme de la CSG. Voilà une mesure qui permettrait à la fois de faire gagner davantage d'argent aux gens et de ne pas changer donc le vous système partagez en quelque sorte ce qu'il dit, de financer la sécurité sociale. Diminuer la CSG, vous êtes favorable à ça, par exemple ? Non, la rendre progressive. Parce que quand on Benjamin Morel. Non mais attendez, j'ai compris, vous venez de le dire. C'est très important. Vous venez de le dire. Quand on dit diminuer la CSG, ce qu'on dit c'est diminuer le salaire qui est donné par les patrons aux salariés. D'accord ? Benjamin Morel, pas facile. Hein. Alors non, je veux dire, je ne vais pas arbitrer un débat entre les partis. D'abord, ce n'est pas mon rôle. Mais d'un point de vue politique, ce qu'il fait est malin, en réalité. Parce que tout bêtement... On a dit au début de cette campagne, grosso modo, il est monothématique, donc il ne va pas y arriver. Il ne parle que d'immigration, de sécurité, donc il ne va pas y arriver. Mais la force d'Éric Zemmour, dès le début de cette campagne, c'est de lier la question migratoire à tous les autres sujets. Sujet pouvoir d'achat, sujet social, sujet international, etc. Et donc d'apporter, à travers un mono-sujet, des solutions qui sont plus ou moins crédibles à l'ensemble des problèmes qui peuvent toucher son électorat. Là, c'est ce qu'il fait. Quand il dit, grosso modo, le problème du fisc, eh ben, c'est également le problème des caïds. S'il y a un problème d'allocation sociale, c'est un problème de fraude, etc. Vous avez cette clé d'entrée. Et pour une partie de l'électorat qui, aujourd'hui, eh bien, ne suit pas la campagne proposition par proposition, il ne faut pas se leurrer, la plupart des Français ne lisent pas les programmes. Ils identifient un candidat au regard de quelques propositions et au regard de ce qu'il incarne. Ça peut être relativement efficace. Et par ailleurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça permet de sortir du débat du coût, qui en règle générale est très très difficilement démêlable parce que vous avez des chiffres contradictoires et parce que chacun voit midi à sa porte. Exactement. L'autre point central de ce discours, on l'a dit, il y a eu cette idée d'union des droites, il y avait la crise sociale et fiscale et il y a l'aspect sécuritaire. Et il est longuement revenu sur l'aspect sécuritaire avec des propositions qui sont très rudes. On va l'écouter notamment, et ça entre dans l'aspect et social et sécuritaire, sur la suppression de la loi qui impose les quotas des logements sociaux. Écoutez exactement ce qu'il veut dire. Je ne veux pas
que Cannes soit à son tour ensauvagée. Pour votre ville, comme pour toutes les autres, je supprimerai la loi SRU. La loi SRU, vous savez, c'est celle qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux, alors que le logement social est devenu progressivement le logement de l'immigration. Si on n'abroge pas cette loi, elle transformera peu à peu toute la France en cité. Non, je ne veux pas de trappe à la campagne. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France. Nous n'en pouvons plus de conseiller à nos filles de cacher leur téléphone portable. Nous n'en pouvons plus de guetter l'arrivée de nos enfants quand ils prennent les transports en commun. Vous n'en pouvez plus d'être anxieux pour votre grand-mère qui s'est déjà fait arracher son sac. Je n'en peux plus d'entendre vos témoignages désespérés. L'autre jour, à Saint-Quentin, un homme m'a dit « Monsieur Zemmour, on voudrait se faire justice nous-mêmes. » André Rouget, sur cette thématique-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une feuille de papier qui sépare Marine Le Pen d'Éric Zemmour. Écoutez, on n'est pas trop déçus en écoutant le discours d'Éric Zemmour, parce que c'est du copier-coller du discours de Marine Le Pen sur les 4 thèmes qui ont été abordés. Donc sur les fraudes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Marine Le Pen avait déjà annoncé la mise en place d'un ministère de la lutte contre la fraude. Sur la lutte contre les caïds, il est bien évident que si l'on veut s'attaquer dans le fond au désordre dans les banlieues, c'est pas comme le fait Monsieur Darmanin en faisant une fois de temps en temps une opération de coup de poing en arrêtant quelques dizaines de dealers qu'on va le faire. Il faut attaquer le mal à sa racine. Et cela, Marine Le Pen l'a déjà évoqué. Sur la baisse des charges, moi je souhaiterais dire à mon voisin qu'il n'y a pas d'emploi sans employeur. Je suis obligé de vous couper parce qu'il y a la publicité, on est obligé de rendre, mais dans un instant, vous reprendrez votre explication. Ce serait bien aussi d'arriver à voir peut-être de manière plus générale sur le discours d'Éric Zemmour et pas forcément les propositions de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qu'on arrive à débriefer aussi sans dire que tout est mauvais, essayer d'être un tout petit peu objectif. Voilà. La pub. Éric Zemmour, une proposition, peut-être la proposition la plus importante lors de ce discours. Écoutez bien, c'est sur un droit de défense excusable pour les policiers. Écoutez. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. Je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés, mais ainsi, la peur changera enfin de camp. Et pour que la peur change enfin de camp, le voyou ne doit plus entrer dans un tribunal avec la certitude qu'il en ressortira libre. Benjamin Morel. C'est stratégiquement plutôt intelligent pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une proposition qui, en effet, peut choquer une partie des commentateurs, etc. Donc c'est une proposition qui va faire parler, qui va probablement faire parler dans les prochains jours. Or, l'objectif du candidat aujourd'hui, c'est de rester sur le devant de la scène. Une telle proposition lui permet probablement. Le deuxième élément, c'est que potentiellement, bien amenée, elle peut être, si ce n'est majoritaire à droite, au moins substantielle dans une grande partie de l'électorat, à la fois qu'il a et qu'il vise. Donc ça peut être un élément consensuel. Le troisième élément, eh bien, c'est qu'en réalité, quand vous regardez par exemple les propositions qui ont été faites lors de la primaire de la droite, etc., aujourd'hui, pour la droite, l'attaquer en disant cette proposition vous met hors champ politique, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, c'est une proposition qui, en effet, va marquer le débat et probablement la plus importante pour lui dans le cadre de ce meeting. Et que la peur change de camp, on l'a entendu depuis plusieurs mois. Et oui, ça rappelle. Ça fait écho et surtout ça percute les Français. Ça percute les Français, ça rappelle un certain nombre de faits divers, souvenez-vous, le bijoutier, etc. Bien sûr. Donc c'est pas que les
policiers, c'est pour le coup tous les Français. Exactement. Et ça, en effet, ça peut permettre de rappeler des faits divers et donc ça peut réactiver certains réflexes dans l'électorat. Éric Tegner. Je pense également qu'il a trouvé vraiment la bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'il recrée le match en fait avec la France insoumise. Avec ça, je pense qu'Antoine Léaumont tout à l'heure va expliquer que finalement ça va être une façon pour les policiers de faire encore plus de violences policières en ramenant la question des violences policières sur lesquelles l'extrême gauche est extrêmement caricaturale et sur lesquelles aussi Emmanuel Macron est divisé au sein de sa majorité. Je pense que là-dessus il arrivera à créer du consensus. Également à parler aussi à une catégorie de gens qui votent pour Marine Le Pen aussi. Ce sont les policiers qui aujourd'hui donnent leur vote à Marine Le Pen. Donc je pense que là, il a trouvé une façon, quand on parlait aux équipes d'Éric Zemmour ces dernières semaines, il se demandait, voilà, quelle idée nous permettrait aujourd'hui à la fois de marquer l'opinion, mais sans être grossier, sans être caricaturaux, sans finalement créer la polémique sur des sujets où les Français se disent c'est pas véritablement important. Là, les Français, même si à un moment donné ils peuvent être dubitatifs sur cette solution, parce que je pense qu'il faudra aussi que Éric Zemmour précise comment il riposte. Parce que les Français aujourd'hui, le port d'armes par exemple, n'existe pas, en tout cas pas comme aux États-Unis en France. 20% de Français favorables au port d'armes. Oui, après je pense que c'est pas là-dessus qu'il veut nous amener. Je pense qu'en pareil, la France insoumise va expliquer que c'est sa façon d'armer ses militants d'extrême droite. Le nouveau Far West. Voilà, exactement. Mais c'est pas du tout ça. Mais la vérité, c'est que les Français, en voyant ces polémiques, vont se dire Éric Zemmour a raison de mettre le sujet sur la table parce qu'il se met du côté des policiers. Ces policiers qu'on a applaudis après les attentats de Charlie Hebdo, après le Bataclan. Je pense que c'est assez stratégique de sa part. Antoine Léaumont. C'est un piège qui est assez grossier, qui consiste à dire, en gros, chacun doit se faire justice lui-même. La vraie question en matière de sécurité, et notamment en matière d'armement, puisque si des gens viennent braquer, c'est qu'ils ont des armes, la plupart du temps. La vraie question, c'est donc celle du trafic d'armes. Question qui n'est pas posée dans le cadre du discours d'Éric Zemmour. Il y a 8 millions d'armes qui sont en circulation dans notre pays, à l'heure actuelle. Si on veut lutter contre le trafic d'armes, il faut y mettre des moyens qui sont des moyens policiers, pas inventer un nouveau droit de défense de je ne sais quoi. Ce qu'il faut faire, c'est diminuer le nombre d'armes en circulation. Donc, comment faire ? Il ne pas parler une seule fois des armes. Le problème, c'est pas les délinquants pour vous, c'est les armes du coup. Comment faire ? Bah écoutez, c'est un moyen. L'arme est un moyen quand même de braquer. Jusqu'à preuve du contraire, un braqueur sans arme, ça devient plus difficile de faire un braquage. Donc si on veut lutter contre les braquages, il faut lutter contre le trafic d'armes. Comment faire ? Eh bien, supprimer les unités de police de BAC qui font essentiellement du flagrant délit et les remplacer par des unités de police judiciaire qui font de l'enquête au long cours. Voilà une manière de lutter contre ce trafic d'armes et c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas ce que propose Éric Zemmour. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je parlais tout à l'heure de copier-coller en termes de programme. J'observe que là aussi, Éric Zemmour s'est emparé de la proposition de Marine Le Pen, qui est celle de la présomption de légitime défense, et que, au-delà de la formulation, la proposition est quasiment la même. Et à ce sujet, je voudrais dire quand même à monsieur le porte-parole d'Éric Zemmour, qui accuse le Rassemblement national. Zemmour, du tout. Pardon ? En fait, c'est intéressant pour vous, à partir du moment où on va dire que cette solution est stratégique, on est porte-parole d'Éric Zemmour. Écoutez, je pense que justement, ça traduit un état d'esprit vous défendez son discours si bien que je me suis trompé. Je rappelle que Éric Tegner est directeur de la rédaction de Livre Noir. Ce que je souhaite dire, c'est que... Vous refusez qu'il vous traite d'extrême droite et vous permettez de faire des accusations comme ça. Écoutez, je me suis de bonne foi trompé en pensant que vous étiez porte-parole d'Éric Zemmour. J'en suis désolé. Non, ce que je voudrais dire, c'est que Éric Zemmour ne constitue pas l'alpha et l'oméga du discours politique de Marine Le Pen. La préoccupation de Marine Le Pen, en termes de programme, c'est le quotidien des Français. Le quotidien des Français en termes de pouvoir d'achat, en termes de logement. Tout à l'heure, on évoquait la loi SRU. Et la sécurité, c'est pas un enjeu pour Marine Le Pen, c'est ça que vous voulez dire ? Attendez, laissez-moi terminer. C'est intéressant, je ne savais pas. On évoquait la loi SRU. Je tiens à préciser qu'une des propositions de Marine Le Pen, c'est la priorité en termes de logement social pour les Français. Mais là, on est sur le droit de défense excusable, s'il vous plaît. Et en termes de sécurité, bien évidemment, que c'est la priorité des priorités de Marine Le Pen, avec l'immigration, qu'elle l'a dit, qu'elle l'a répété,
que je disais tout à l'heure qu'il fallait traiter le mal à sa racine en termes de trafic de drogue dans les banlieues. Il en va de même, bien évidemment, pour le trafic d'armes qui est opéré essentiellement... Sur le droit de défense excusable, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le droit de défense excusable, comme je vous l'ai dit, c'est un copier-coller de notre proposition du droit de la présomption à la légitime défense. Autre réaction et autre partie du discours d'Éric Zemmour sur la déchéance de nationalité pour les binationaux délinquants. Écoutez. Oui, nous suspendrons les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Il faut apprendre à ces enfants l'autorité, celle de leurs parents, celle de la justice et celle de la France. Jusqu'à quand la France devra-t-elle rester le paradis de tous les voyous de la planète? Les binationaux qui commettront des crimes seront déchus de leur nationalité française et expulsés. Et il va plus loin, nous expulserons en urgence les 10 à 15 000 délinquants étrangers actuellement incarcérés. Ça aussi, on tape très fort. En une minute, Éric Tegner. Alors déjà, si j'ai le droit d'expliquer que c'est une bonne solution, parce que j'ai l'impression que M. André Roger crée un cordon sanitaire où dès qu'on dit qu'Éric Zemmour dit quelque chose de bien, ça veut dire qu'on est avec lui, qu'on est dans son camp, etc. Je pense que là-dessus... Les téléspectateurs ne sont pas dupes, ne vous inquiétez pas. Non, mais je sais bien, mais c'est intéressant de le souligner quand même, de voir qu'on donne la parole à André Roger. Permettez-moi de répondre là-dessus. On vous donne la parole pour parler de questions, de propositions sur la sécurité. Et vous répondez à chaque fois depuis 1h30, c'est du copier-coller. Ça donne cette impression. Oui, mais je pense que les gens qui nous écoutent, ils se disent quoi? Ils se disent, mais dans ce cas-là, pourquoi Marine Le Pen n'en parle pas? Pourquoi elle n'arrive pas à mettre le sujet sur la table? Si vraiment elle en parle depuis 30 ans, Marine Le Pen en parle, le sujet est sur la table. Et quand vous avez l'occasion d'en parler, vous vous contentez juste d'expliquer. C'est pas bien, Éric Zemmour a repris nos idées. Je pense qu'on peut. Marine Le Pen met ses sujets sur la table, comme je l'ai précisé. Vous devriez plutôt vous féliciter. Et Valérie Pécresse également reprend les idées. Globalement, il y a une victoire culturelle à droite, ce qui fait que cette campagne présidentielle marginalise complètement les amis de Jean-Luc Mélenchon et les quelques amis d'Anne Hidalgo qu'on a pu voir cet après-midi, tout simplement parce que justement c'est collectivement partagé ce type de proposition, parce que les gens savent qu'effectivement les délinquants, eh bien ils ont 12, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans, ils ont 16 ans dans de nombreuses cités. Eh bien c'est terminé malheureusement. Ça sera malheureusement. Il y a un sondage qui est sorti là qui dit que la première préoccupation des Français c'est le pouvoir d'achat, 44%, l'immigration 25%. Donc non, cette campagne ne marginalise pas les gens comme moi qui défendent justement des mesures pour le pouvoir d'achat. Voilà, cette fois-ci c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous l'avez regardé jusque-là, je vous trouve extrêmement courageux parce que franchement, moi, il y a eu des moments où j'ai un peu eu envie de partir du plateau tellement, voilà, c'était caricatural. Bref, j'espère donc que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que là, vraiment, je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette émission. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!